bienvenue sur Boop Boop, le podcast sur l'allaitement qui va faire, nous espérons, du bruit. Moi c'est Hélène, pharmacienne. Et moi je suis Cassandre, médecin généraliste. Nous sommes de plus en plus nombreuses à allaiter nos petits cœurs sur des durées plus longues qu'avant. Si toi aussi, tu t'es embarqué dans cette aventure, si tu souhaites allaiter ou aider une personne qui allaite ou voudrait allaiter, ce podcast est fait pour toi. Tu y trouveras des conseils pratiques, des partages d'expériences, des témoignages, des séances de sophrologie, de relaxation ou encore de la rééducation du périnée. Oui, à écouter lors des tétés ou pas, le tout à travers notre regard de maman et de professionnels de santé. Nous avons créé ce podcast comme le podcast que nous aurions aimé écouter pendant une tétée, pour allaiter en toute sérénité, bien informé. Bonne écoute, c'est l'heure de la tétée. Quand j'ai rencontré Cassandre, j'attendais mon deuxième enfant. Elle m'a demandé si j'en voulais d'autres et j'ai dit pas sûr. Elle m'a dit nous, on vise 3 avant 35 ans. J'ai dit waouh, beau programme. Mais en vrai, j'ai rigolé dans ma tête parce qu'à ce moment-là, elle en avait qu'un d'enfant. Quelques mois plus tard, elle attendait sa deuxième. Cassandre va avoir 35 ans cet été, alors la meuf, elle blague pas. Elle va avoir 35 ans et elle attend numéro 3. Mais attends, elle allait encore numéro 2, non ? Oh pétard, mais l'occasion est là pour cet épisode grossesse et allaitement. C'est Cass qui a posé les questions et c'est Hélène qui répond. Et bah oui, félicitations en fait. Bonne écoute, c'est l'heure de la tétée. Et oui, je suis enceinte de mon 3e et j'allaite toujours ma 2e. Et franchement, j'ai 1000 questions. Est-ce que c'est sans risque ? Pourquoi j'ai l'impression que ma lactation diminue ? Est-ce que ma fille sent que le lait change ? Et surtout, est-ce que je vais réussir à allaiter un nourrisson et un bambin en même temps ? Bon, même si je suis pas vraiment encore fixée sur un co-allaitement possible, mais c'est vrai que je sens que Simone se désintéresse de plus en plus en termes de tétée nutritive. C'est plus tétée câlin au réveil. Alors Cassandre, c'est carrément normal de se questionner. On entend tout et rien sur l'allaitement pendant la grossesse. Il y en a certains qui disent que c'est impossible, d'autres à qui ça vient même pas à l'esprit, d'autres que ça pourrait provoquer des contractions. Bref, il y a pas mal d'idées reçues à débunker. Donc aujourd'hui, on va prendre le temps de répondre à toutes tes questions en s'appuyant sur ce que disent les professionnels de santé et les mamans qui l'ont vécu. Alors vas-y, demande-moi tout ce que tu veux, je t'écoute. C'est parti, t'es pas prête ? J'ai 1000 questions, je l'ai dit. Déjà, d'un point de vue de la fertilité, c'est vrai qu'à mon premier, j'ai dû arrêter de l'allaiter pour tomber enceinte. Et tout de suite après l'arrêt de l'allaitement, je suis tombée enceinte. Là, j'allaite toujours Simone. On s'était dit, bon, on essaye. Et si ça arrive pas, on sevra Simone. Et au final, c'est arrivé. Donc vraiment, je pense, une maternité ne fait pas l'autre déjà, mais qu'est-ce qui pourrait expliquer que là je sois plus fertile et j'ai pu tomber enceinte, je ne sais pas. Alors c'est la fameuse contraception liée à l'allaitement, qui est pas une méthode de contraception si efficace que ça, tu en es la preuve. Alors on va faire, je pense, un épisode entier sur contraception et allaitement et sur la fameuse méthode MAMA. Donc c'est la fameuse méthode MAMA, c'est la méthode de l'aménorrhée et de l'allaitement maternel, puisque on en a déjà parlé, je pense, le fait d'allaiter diminue la fertilité. C'est d'ailleurs un moyen en fait naturel d'espacer les naissances à la base dans l'espèce humaine où on n'avait pas prévu la contraception. Le fait d'allaiter, ça fait qu'on fait pas des enfants rapprochés, puisqu'on le sait, si on a des grossesses très rapprochées, on augmente pas mal de risques. Donc voilà, ça c'est ce qui est prévu par la nature. Cependant, cette méthode de contraception n'est pas efficace à 100% comme toutes les contraceptions, et on entend parfois que on peut pas tomber enceinte tant qu'on n'a pas eu son retour de couche, et ça c'est faux puisqu'on ovule avant le retour de couche. Donc toi tu avais eu ton retour de couche, je crois. Ouais, ceci dit, en parlant de retour de couche, Marin je l'ai eu genre à 9 mois, et là à Simone je l'ai eu à 5 mois, donc je pense que ça a joué aussi. Oui, de toute façon, déjà dans la méthode MAMA, il faut pas avoir eu son retour de couche de base, donc là tu l'avais eu, donc déjà de toute façon on savait que tu étais fertile, voilà. Après, voilà, tout simplement, en fait, en effet, ça protège pas à 100%. Encore une fois, on va revenir sur la méthode MAMA, mais il y a plusieurs critères à prendre en compte. En fait, il faut quand même un certain nombre de tétées sur 24 heures. Il faut que l'enfant ait moins de 6 mois. Il faut pas avoir eu son retour de couche. Enfin, voilà. Donc, ne misez pas tout là-dessus si vous ne voulez pas un autre enfant. Si vous le voulez, là c'était le cas de Cassandre, voilà, c'est tout. Et après, on voulait aussi parler un peu fertilité et post-grossesse, parce que, alors, autant l'allaitement protège d'une grossesse, mais quand on n'allaite pas, on a aussi tout qui est chamboulé en fait au niveau hormonal, et il est vrai qu'on constate parfois qu'il est plus facile de retomber enceinte après avoir été enceinte une première fois. Moi j'ai beaucoup d'exemples dans mon entourage de galères sur un premier,
et un deuxième très rapproché. Mais ça, du coup, on n'est plus du tout dans le domaine de l'allaitement. Et voilà, il faut savoir qu'en post-grossesse, on baigne quand même dans un environnement hormonal plus. Et c'est pour ça que les soignants à la maternité, des fois, insistent sur votre contraception. C'est pas pour vous embêter, c'est pas pour vous dire qu'il faut reprendre les rapports. En revanche, c'est plus pour se prémunir de pas vous revoir trop tôt si ce n'est pas souhaité. Ce qu'on peut dire, je pense, sur la fertilité en postpartum et en allaitant, c'est qu'on est toutes différentes. Je pense déjà, moi, d'une grossesse à l'autre, d'une maternité à l'autre, c'est hyper différent. Et enfin, on dit pas ça pour se comparer, pour dire que c'est possible ou pas possible, mais voilà, on est toutes différentes. Et si vous allaitez toujours et que vous avez un projet bébé 2, 3 ou 4, je ne sais pas, n'hésitez pas à vous faire accompagner quand même pour en discuter avec un professionnel de santé. J'ai d'autres questions. Du coup, ma première question quand je suis tombée enceinte, même si j'ai des bases tout de même niveau médical et allaitement maintenant, mais est-ce que je pouvais continuer d'allaiter en étant enceinte, sachant que moi j'avais fait une fausse couche avant mon premier, donc j'étais hyper paniquée de refaire une fausse couche qui pouvait être en plus aggraver le risque par un allaitement, quoi. Ouais. Alors a priori, donc non, allaiter provoque pas de fausse couche. Alors là, je me base pas non plus sur des études cliniques plus parce qu'on en a pas. C'est un argument qui revient de dire que quand on allaite, on libère de l'ocytocine pour le réflexe d'éjection, et cette ocytocine, ça peut aussi entraîner des contractions de l'utérus. C'est ce qui est impliqué dans l'accouchement. Mais on en a... je crois qu'on n'en a pas encore vraiment beaucoup parlé. Quand on parle d'extraction anténatale, le fait de recueillir son colostrum avant son accouchement, il y a souvent des personnes qui vont dire oui, mais c'est un risque de contraction, donc de déclencher l'accouchement. Et pour le coup, dans ce qui a été un peu publié, a priori non, il n'y a pas d'incidence. Alors après, de là à vous dire que allaiter, c'est 0 risque de contraction dès le début de la grossesse, je peux pas l'affirmer, mais en soi, on a quand même pas mal de personnes qui allaitent en étant enceintes et c'est pas un souci. Et donc encore une fois, si tu avais fait une fausse couche, ça aurait été difficile de dire non, c'est pas du tout lié à l'allaitement, t'as fait une fausse couche parce que c'est toujours pareil, c'est que corrélation n'est pas causalité, et voilà, on ne peut pas le savoir aujourd'hui. A priori, on a quand même beaucoup d'exemples de femmes qui sont enceintes en allaitant et c'est pas du tout un souci, et c'est des grossesses qui sont menées à terme. Donc je pense qu'il faut vraiment se sécuriser là-dessus et se rassurer là-dessus, parce qu'en soi, si vous tombez enceinte et vous dites oh là là, faut vite que je sèvre mon aîné parce que c'est dangereux pour le bébé dans mon ventre. En soi, si votre aîné ou vous-même n'êtes pas prêt à sevrer, a priori, c'est pas une bonne raison de le faire. Donc voilà. Mais s'écouter et pareil, s'entourer. Mais je peux pas infirmer le propos. En tout cas, dans l'expérience, j'ai l'impression que ce n'est pas un souci. Est-ce que, quand on allaite et qu'on tombe enceinte, on a un risque de baisse de lactation ? Alors ça peut arriver. C'est décrit, oui. Alors parce que il y a un jeu hormonal qui se met en place, et on le sait, quand on est enceinte, le placenta produit des hormones, entre autres de la progestérone, qui inhibe la lactation. Là, la lactation est déjà lancée, donc il n'y a pas de mécanisme d'inhibition totale, mais il y a des femmes qui ressentent une baisse de lactation quand elles tombent enceintes. Des fois, c'est le bébé aussi le bébé. C'est rarement des bébés, on va dire le bambin, leur fait ressentir en tirant plus fort, en faisant ressentir qu'il y a moins de lait qu'ils ne le voudraient. Est-ce que toi, tu l'as ressenti ou... Simone, avant, elle ne secouait pas sa tête à un moment quand elle tète, et là, on dirait que pour stimuler un peu plus le fond de la bouteille. Donc ça peut jouer, ouais. Mais après... Voilà, mais après, je pense que c'est aussi un moment où elle commence à de plus en plus se désintéresser aussi c'est toujours pareil, de téter, donc je sais pas dire si c'est lié à ça ou pas. Est-ce que le lait peut changer de goût ? Bonne question. J'ai pas goûté. Tu as goûté ? Non, merci. Je sais pas quel goût il avait. J'aurais tendance à dire oui, puisque le lait, il évolue au fil... le lait, non. Il peut changer de goût, en fait, à tout moment. Après, il y a surtout au moment où tu vas te rapprocher de l'allaitement, en fait, ça, c'est un truc assez marrant et qui étonne toujours quand on en parle, c'est que le lait, il va s'adapter au bébé à venir. Donc, il y a une phase de colostrum, et on le sait, le colostrum, c'est plus salé que le lait... mature. Et du coup, il y a surtout à ce moment-là, des fois, on voit des bambins même se sevrer à l'approche de la naissance du suivant, parce que le lait change vraiment de goût à ce moment-là. Après, changer de goût franchement au fil de la grossesse, je suis pas sûre, c'est plus une évolution petit à petit. Mais ouais, il y a ce côté-là à l'approche de l'accouchement.
Est-ce qu'il y a d'autres risques, entre guillemets? J'avais entendu parler, enfin toi tu m'avais demandé au début de ma grossesse si j'avais pas une aversion quand Simone tétait. Bah non, j'ai pas, mais c'est vrai que c'est possible. Mais ça, du coup, j'avais jamais entendu parler avant. Bah là, ouais, moi c'est un truc dont j'ai pas mal entendu parler. Bah du coup, plus encore une fois d'expériences de mamans qui décrivent ça. On va enregistrer un épisode vraiment là-dessus bientôt avec une maman qui l'a vécu pour le coup. Mais en fait, ouais, il y a beaucoup de femmes qui décrivent. Alors, je dis beaucoup de femmes, ça reste quand même rare de fait d'allaiter enceinte, donc je me base sur la petite cohorte, mais qui décrivent une aversion. Donc quand elles tombent enceintes, et c'est des fois comme ça qu'elles savent qu'elles sont enceintes, en fait c'est au moment de la tétée. Alors c'est très bizarre, c'est des femmes qui allaitent souvent des allaitements longs et tout va bien, mais qui ça les dégoûte en fait. C'est vraiment une aversion de l'allaitement. Ça peut être douloureux tout d'un coup, et donc c'est pas dû à une mauvaise position, ça devient douloureux. Elles ont l'impression de ne plus avoir de lait que l'enfant tire, et en fait vraiment le fait de voir l'enfant téter, ça les dégoûte profondément. Je vais pas parler pour un truc que je n'ai pas personnellement vécu, donc vraiment on reviendra dessus sur un épisode complet pour essayer de mieux comprendre ce phénomène. Mais c'est vrai que ça peut arriver. C'est des fois aussi ce qui va entraîner le sevrage pendant la grossesse. C'est aussi pour ça qu'on a finalement peu de co-allaitement, parce qu'il y a des femmes qui veulent co-allaiter et en fait cette expérience est plus forte que l'envie de continuer et du coup elles préfèrent sevrer à ce moment-là. Et il y a aussi des femmes qui passent au-delà de ça et qui continuent malgré tout. Mais c'est vrai que c'est vraiment un truc, aujourd'hui je sais pas l'expliquer, on en parlera plus dans l'épisode, je pense qu'on va creuser un peu là-dessus. Il y a sûrement des mécanismes qui expliquent le phénomène. Mais voilà. Mais toi tu l'as pas eu, donc tant mieux. Ouais, heureusement, parce que je pense que je l'aurais pas forcément hyper bien vécu. Ça aurait été un gros chamboulement, même pour ma fille. Mais chapeau aux mamans qui doivent continuer qui veulent continuer, qui persistent en ayant une aversion. Ouais. Rien à voir avec l'aversion, mais est-ce que je dois manger des choses particulières, prendre des compléments alimentaires, parce que du coup, je suis mère allaitante et enceinte. Est-ce que j'ai plus de risques de carence? La totale. Voilà. J'aurais tendance à te conseiller d'écouter nos épisodes précédents avec Jolie Mama et Oli Mama, les deux épisodes qui sont plus axés nutrition. Enfin, même si Oli Mama c'était les jumeaux, mais on a beaucoup parlé nutrition quand même. Globalement. Ouais, je sais un peu la réponse, si tu veux, je peux répondre. Ouais, je pense qu'il faut faire le plein en protéines quand même, parce que du coup, on crée la vie et on nourrit un autre enfant. Après, cela dit, ma fille, c'est plus hyper nutritif, les tétés, c'est plus câlin, réconfort. Mais tout de même, je produis du lait. Et donc, oui, faut manger varié, équilibré. Je prends du coup du DHA, de la choline, du magnésium et du collagène. Et je mange hyper équilibré. Je favorise les œufs, les poissons. Après, les poissons, faut faire attention à ce qu'on peut prendre enceinte ou pas. Le poisson cru me manque énormément. Mais voilà, c'est la vie. Mais du coup, voilà, et je m'hydrate normalement 2 litres par jour et je fais du sport. Et je pense que c'est ça qui me change de mes grossesses précédentes. Je me bougeais moins, je pense. Là, j'ai un nouveau vélo, je fais que ça. mais du coup, je me sens mieux et moins fatiguée en faisant attention à mon alimentation. Et c'est ce que Marie de Jolie Mama disait à sa 3e grossesse. Elle était informée et elle mangeait mieux et ça a des répercussions positives sur son alimentation. Ça a eu des répercussions positives sur son bien-être global. Ouais, je pense que c'est la leçon qu'on pouvait tirer de ces épisodes. Donc je pense pas que le fait d'allaiter plus grossesse, t'es plus à risque de carence, parce qu'en fait en soi c'est toujours pareil, le corps prend là où il peut, enfin bref. Mais c'est vraiment l'importance de se bien manger. 2 fois mieux, de la couleur, des diversifications, bon bref, on a tout dit. Ouais, mais pour le coup, à Simone et Marin, j'avais pris plus 30 kilos. Bah là, je suis qu'à mon 5e mois quand on enregistre, mais je veux dire, je pense que je grossis moins, et peut-être c'est lié à l'allaitement, je sais pas, pour moi, au fait. Peut-être aussi, ouais. Oui, par contre, oui, il y a ce côté où, en effet, tu en fais beaucoup avec ton corps en ce moment. Ouais, mais ça va. Mais du coup, d'où vraiment l'importance d'aller sur des bonnes sources de protéines, c'est hyper important. Moi, je sais que les femmes, en général, on ne mangent pas assez de protéines, et il faut. Et quand je dis protéines, vous n'êtes pas obligé de vous taper un steak à chaque repas, c'est pas du tout ça, mais c'est les protéines végétales. Ouais, le tofu est possible enceinte et en allaitant, on le répète, on l'a déjà dit avec Stéphanie de Fit Good Nutrition et avec Marie de Jolie Mama, il n'y a aucune contre-indication, voilà. Alors je voulais faire cet épisode pour acter
qu'il n'y aura pas de 4e enfant pour que je réécoute plus tard, parce que là c'est mon 2e trimestre, donc c'est génial tout ça, mais qu'est-ce que j'ai vomi, qu'est-ce que j'avais des nausées au 1er trimestre, la poubelle de mon cabinet s'en souvient, mes toilettes s'en souviennent, non, il n'y aura plus d'autres enfants, rien que pour ça, non, pour d'autres paramètres aussi bien sûr, mais en fait ce qui est relou entre guillemets, c'est que enceinte, tu peux pas prendre en allaitant pardon, tu peux pas prendre grand chose pour les nausées et vomissements hormis du gingembre. Et franchement, le gingembre, à la fin, ça t'irrite quand même un peu et c'est pas hyper efficace non plus. Voilà. Parce qu'il y a en fait, le truc, c'est qu'il y a des médicaments en effet pour les nausées de grossesse. Il y a des médicaments pour la nausée qui sont compatibles avec l'allaitement. Et l'association des deux, en revanche, non. Des médicaments compatibles grossesse et allaitement, je n'en ai pas proposé. Ça a été un petit désespoir à la pharma. Ouais. Parce que toi, tu prenais de la doxylamine. Donormil, Cariban. Donc, c'est un antihistaminique qu'on retrouve dans un médicament pour dormir qui s'appelle le Donormil, mais aujourd'hui, il y a aussi un médicament pour les nausées de la grossesse qui s'appelle le Cariban. Donc sur toi, ça fonctionnait bien pour numéro 1, c'est ça? Oui. Et numéro 2, oui. Et numéro 3, tu n'y as pas droit puisque tu allaites et c'est la première fois que tu es dans cette situation. Donc nous avons tenté tout ce qui contenait du gingembre. Le gingembre, j'en parle souvent de la phytothérapie, c'est une utilisation traditionnelle. C'est moins efficace dans celle-là que les médicaments, malheureusement. Alors si ça marche chez vous, super. Mais là sur Cassandre, c'est pas assez. Franchement, j'en ai bu des litres et des litres. Là, maintenant, il y a des gélules. Ouais, puis il y a les ginger shots là. Il y a plusieurs marques qui font ça. Au début, t'as l'impression que ça calme, mais en fait non. À un bout d'un moment, ton corps s'accommode et c'est pas assez. Les gélules, non. J'ai essayé aussi gingembre plus menthe, mais c'était limite quoi. Ouais, mais là, c'est bon, c'est passé. Et après, fractionner les repas, manger froid. Je mangeais, j'avais des crackers, des compotes. Le salé passe mieux, je pense, quand t'as des nausées. Mais c'était pas le feu. Donc vraiment, j'acte ici à ce micro, c'est tout. N'hésitez pas à développer. Alors, bien sûr, on fait 0 test ni sur les femmes enceintes ni sur les femmes allaitantes. Donc sortir un médicament compatible pour les deux, je pense. Oui, mais j'aurais pas de quatrième enfant. Je sais pas si on verra notre vivant, du coup. Mais ce serait bien qu'on arrive à trouver une réponse adaptée à tout ça. Et rien à voir avec les nausées et vomissements, mais fallait qu'on en parle. Là, je commence à avoir quand même du bide. Une 3e grossesse, je pense que tu prends plus du ventre que les précédentes. C'est exponentiel apparemment. Des positions d'allaitement adaptées avec un gros bidou. Je sais qu'il faut pas appuyer sur le ventre pour le périnée, même pour les organes, etc. C'est pas très bon. Ma sœur kiné me le répète assez. Même poser une grosse tasse, c'est pas forcément hyper indiqué. Voilà. Mais Simone, elle se met à califourchon comme elle peut. Voilà. Après, c'est une bambin en soi. Elle s'adapte, mais c'est plus un bébé. Ouais. Mais je sais qu'il faut pas appuyer sur le ventre. Je sais pas si t'as d'autres conseils. Ouais, j'aurais dit. Enfin, après, voilà, comme encore une fois, Simone, elle peut t'aider debout, donc tu t'adaptes comme tu peux. Après, ça peut être allongé sur le côté, du coup, parce que là, c'est ton bébé, enfin ton enfant, du coup, est allongé, il va pas venir peser sur le ventre, mais oui, c'est globalement ce que tu viens de dire. Après, je pense qu'on s'adapte à son enfant et à sa morpho. Puis à l'âge qu'il a aussi. Mais c'est plus ça. De toute façon, on l'avait dit, au début, ton kikine a essayé de comprendre plein de positions, puis passé un certain âge, la position d'allaitement, c'est un doux rêve, la Madone. Quand il arrive à te grimper au-dessus pour passer sa tête par-dessus ton épaule pour téter, les positions théoriques, elles sont loin. Oui, c'est un peu ça. Est-ce que pour toi, il y a des contre-indications médicales à l'allaitement pendant la grossesse? J'avais regardé parce qu'au début, du coup, j'étais un peu flippée et en tant que médecin hyper cartésienne, je m'étais renseignée. Donc, j'ai lu que l'allaitement pendant la grossesse est généralement possible dans tous les cas et sans danger pour la majorité des femmes. Mais il existe quelques contre-indications, notamment la menace d'accouchement prématuré. Donc, il faut faire attention s'il y a des antécédents de prématurité dans tes grossesses précédentes, s'il y a des contractions utérines précoces ou si ton col de l'utérus est modifié ou raccourci. Moi, c'était pas le cas, donc ça, c'est bon. Une hémorragie au cours de la grossesse, ça contre-indique aussi l'allaitement. Enfin, il est surtout pas conseillé, notamment en cas de placenta praevia, de décollement placentaire ou de saignement inexpliqué. On n'a pas trouvé de raison au saignement. Les grossesses gémellaires, c'est
pas forcément hyper indiqué de continuer à allaiter parce que tu as tout de même un risque de prématurité possible. On en a parlé avec l'allaitement des jumeaux avec Agathe de Holy Mama. Et aussi, l'allaitement n'est pas recommandé quand il y a une nécessité de repos strict en termes de grossesse pathologique, etc., nécessitant un arrêt complet des activités physiques. C'est vrai qu'on se voit mal allaiter en plus son bébé. Donc ces précautions, on l'a dit au début. Donc en fait, l'allaitement ne provoque pas de fausse couche parce que les contractions utérines, elles sont anodines quand tout va bien, mais quand il y a déjà des risques, ça surajoute un risque en plus. Donc vraiment, dans ces situations, si on veut éviter d'aggraver les choses, vaut mieux essayer de sevrer l'allaitement. Voilà, mais vraiment, chaque situation est unique. Ça, faut être accompagné dans tous les cas et donc ne pas hésiter à en parler. Voilà, je réponds moi-même à ma question. mais oui. voilà. Voilà. En fait, c'est vraiment du cas par cas et c'est pas l'allaitement qui est mis en cause, c'est plutôt un autre souci qui peut mettre en danger la grossesse où on va préférer mettre toutes les chances de son côté et peut-être préférer un sevrage. Après, encore une fois, au cas par cas, se faire accompagner. Si c'est pas votre souhait, vraiment bien en parler avec l'équipe qui vous entoure et voir ce qui peut être mis en place. Mais c'est aussi un peu ce que tu disais sur les médicaments, enfin ce qu'on disait sur les médicaments, c'est qu'il y en a qui vont être compatibles avec la grossesse, pas avec l'allaitement. Et donc, si votre grossesse nécessite, par exemple, un traitement, de l'hypertension gravidique, l'hypertension pendant la grossesse, il faut mettre un traitement incompatible. Avec l'allaitement et pas avec la grossesse, et on va privilégier évidemment la grossesse que l'allaitement, et dans ce cas-là, on en parlera encore une fois avec l'équipe médicale et voir ce qui peut être fait. Voilà, merci Cassandre pour cette autoréponse. Bon alors là, je me projette vraiment pas dans un co-allaitement, mais je sais que plein de mamans peuvent se projeter et je trouve ça super chouette. Moi, c'est surtout parce que je voulais l'allaitement, ma limite, c'est jusqu'à l'école. Je ne sais même pas pourquoi. Enfin, si je me dis que on fait des enfants, c'est pour qu'ils prennent leur indépendance un jour. Le début de l'école, ça commence par là, l'indépendance. Donc, je sais pas si ça peut l'aider le fait de la sevrer pour aller plus loin et être un peu plus indépendante et mieux vivre la séparation au moment de l'école. Mais vraiment, je m'étais posé cette limite-là et on espère que Simone entre à l'école en janvier 2026. Donc, si le bébé arrive en septembre 2026, il y aura pas forcément une longue durée de co-allaitement et j'ai peur qu'elle comprenne pas. Si je la sèvre juste avant l'école, ça va être compliqué. Donc vraiment, je me projette pas sur un co-allaitement et encore une fois, je trouve qu'elle se désintéresse de plus en plus. Donc à voir au fil des semaines, des mois. Mais comment ça se passe un co-allaitement? Comment on s'y prépare? On ne sait jamais sur un malentendu. Alors personnellement, j'ai été allaitée après mon entrée à l'école et je suis très indépendante. Je mange chez mes parents tous les midis. Oui, voilà. Je reviens au bercail. Non, bref, mais blague à part, c'est plus Annick. Non, mais c'est après c'est ton choix et je comprends tout à fait ta démarche. Après, je tiens à dire que Cassandre ne se projetait pas sur un allaitement enceinte. Oui, non. Et que là, bon bref. Donc tu verras. Je pense que le podcast aide aussi, mais non, je ne vais pas faire de co-allaitement pour l'expérience du podcast. Après, alors pareil, le co-allaitement, je pense qu'on y reviendra aussi sur un épisode complet avec une maman qui pourra nous partager son expérience. Donc il n'y a pas évidemment d'obligation à co-allaiter si tu as allaité enceinte. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le changement du composition du lait au moment où tu vas accoucher, des fois ça peut faire même que ton enfant se désintéresse de toute façon de lui-même. Si c'est pas le cas, si toi tu veux la sevrer avant, en fait, tu fais vraiment ce que tu veux. Je pense que c'est à toi de trouver aussi. C'est pareil parce que tu as le petit troisième qui va arriver, donc la sevrer en amont, va falloir voir pour que tout n'arrive peut-être pas en même temps. Je ne sais pas. Oui, je me suis dit cet été, ça arrive beaucoup trop vite. Les mois passent et on en est toujours au moment. Ouais. Mais après, donc pour la question du co-allaitement, comment s'y préparer? Il n'y a pas forcément de préparation. L'intérêt du co-allaitement, et c'est ce que décrivent les mamans qui co-allaitent, c'est que la montée de lait déjà, elle passe un peu plus inaperçue parce que de toute façon, il y a moins ce côté explosion puisque la glande mammaire n'a jamais vraiment rétracté. Enfin voilà. Donc il y a ce côté le colostrum qui revient. Il y a le côté psychologique, on va dire, de devoir exprimer à l'aîné que il n'est pas prioritaire. Mais souvent, en tout cas de ce que j'entends, c'est souvent très bien compris. Il y a un côté partage avec le bébé qui peut être sympa. Et l'aîné peut être très intéressant pour désengorger le temps que le bébé ajuste sa succion. Donc, voilà. Mais aussi, ma question, c'était du coup, parce que j'en ai un plus grand de 3 ans, je me dis, s'il voit les deux tétés
et que lui après, est-ce qu'il a déjà, depuis que Simone est née, est-ce que lui il a déjà redemandé à téter ou pas plus que ça? Oui. Ah ouais. Bah écoute, donc peut-être le préparer lui aussi. J'ai pas dire qu'il est grand et voilà, mais enfin après lui pour le coup il est sevré aujourd'hui et ça fait longtemps quoi, donc il sera peut-être jaloux pour d'autres raisons. Mais je sais pas. Après voilà, pour se préparer au collaitement il n'y a pas grand chose à faire à part peut-être en parler avec celui qui est allaité à ce moment-là pour lui dire que ce sera plus exclusivement pour lui et qu'il y aura quelqu'un qui sera en plus prioritaire car plus faible et qu'il ne mange que ça. Mais en soi voilà, en gros quand il y en a pour un, il y en a pour deux et l'aîné va pas vider les stocks du nouveau-né et au contraire c'est plutôt bénéfique sur la production qui est déjà de toute façon assez bonne et voilà, c'est plutôt aidant a priori pour bien lancer une lactation d'avoir un bébé qui t'aide bien en complément quoi. Ouais, mais après genre quand je vais être à la mater, ma fille elle va pas être tout le temps là pour téter. Si j'ai des risques d'engorgement ou ma montée de lait, je vais quand même la sentir du coup. Ouais, mais après je te dis c'est dans ce qui est décrit hein. Moi je vais pas voilà, mais normalement moins. D'accord. Après tu verras si t'allaites encore à ce moment-là ou pas et oui en effet, mais c'est plus il y a des fois des moments qui décrivent des engorgements et du coup l'aîné il vient, il débloque la situation. Et même sur des refs ou des trucs comme ça où du coup ça permet lui comme il sait le gérer voilà, et du coup le deuxième il a un flow plus cool et après, ça a quand même ses avantages. Il y en a. Et donc là, on en a parlé un petit peu tout à l'heure du recueil du colostrum en anténatal. C'est vrai que ça, avant de faire le podcast, je connaissais pas du tout, j'y étais pas du tout intéressée ni baignée dedans. Mais là, pourquoi pas? C'est vrai que ça peut aider dans certaines situations, notamment parce que je sais que je vais avoir une 3e césarienne, donc peut-être que en attendant, s'il y a des complications, pouvoir donner du colostrum au bébé. Est-ce que je peux en recueillir? Est-ce que je vais avoir du colostrum en anténatal vu que j'allaite toujours Simone? On l'a dit tout à l'heure que le lait redevient du colostrum à un moment donné. Par contre, je vais être très franche, je ne sais pas à quel moment. D'accord. Ça en se rapprochant du terme, quoi. Mais en soi, normalement, oui. Dans tous les cas, tu pourras recueillir du lait dans le dernier mois et a priori, ça se rapprochera d'une composition du colostrum, mais pas sûr que ce soit idem à un colostrum d'une femme qui n'allaiterait pas. Mais en soi, voilà, ce sera toujours bénéfique pour le bébé. Et ouais. Donc, je t'invite à le faire pour l'expérience et qu'on puisse en parler sur les réseaux. Je ne ferai pas de live. Mais ouais, non, mais a priori, ça va revenir. Donc après, est-ce que ça revient exactement comme une femme qui, du coup, n'allaite pas? Je ne pense pas. J'ai tendance à dire que ça arrive un peu plus tard. Mais je me base sur rien pour affirmer ça. Donc n'hésitez pas à vérifier vos sources et à fact-checker tout ce que je dis. Est-ce que tu as d'autres conseils à donner quand on allaite et qu'on est enceinte quand on est enceinte et qu'on allaite Je crois que le plus important, c'est vraiment de s'écouter, d'avoir conscience que, tu vois, on a parlé des aversions et tout, que l'expérience de l'allaitement peut vraiment être bouleversée par une grossesse et du coup, d'accepter en fait ce qui arrive. Parce que je pense que ça peut être très très dur à vivre si t'as une aversion et que t'avais pas prévu ou que tu t'étais projeté sur autre chose et voilà. Mais comme dans tout l'allaitement, en fait, il y a des fois des sevrages qui viennent de l'enfant où on n'est pas prêt, voilà. Et donc c'est bien de s'écouter, d'écouter son enfant et de se dire que c'est pas forcément nous qui choisissons, même si on a un programme écrit à l'avance. Dans la parentalité, c'est pas évident. De préparer son aîné aussi, je pense que c'est, d'en parler en fonction de l'âge de votre enfant, mais bon, globalement, souvent, ils sont un peu plus grands, donc vraiment de les préparer à ça, pour peut-être que, même si vous ne sevrez pas votre enfant par rapport au bébé qui arrive, qu'il soit prêt, encore une fois, à partager et que ce soit vu comme quelque chose de bien, en fait. Je pense que c'est une très belle relation, hein. Moi, je vois des photos de grands qui têtent avec le bébé à côté, et en vrai, ça m'émeut trop, donc je suis un peu barrée avec les photos de tété, je pense, mais voilà. Mais ouais, c'est un beau partage et voilà. Mais je pense aussi que ça reste, même si je dis qu'ils sont grands, ça reste des enfants petits. Simone, elle va approcher des 2 ans. Ouais, et moi, je suis en plein terrible tout avec ma fille. Donc... je me dis, une petite tape dans la tête du bébé, c'est arrivé quand même. Arrivé, voilà, faut bien préparer au carré. Mais voilà, préparer l'aîné, en parler. Mais globalement, comme on prépare son aîné à un bébé qui arrive, qu'on l'aime toujours autant. Et Cassandre nous parlera bientôt d'un livre qui s'appelle La place du milieu. Ouais, c'est vrai ça. Par rapport au 3e enfant, mais c'est juste, encore une fois, communiquer, s'écouter et laisser les choses venir et pas avoir peur de les accepter, de les vivre, même si c'est pas ce qui était prévu à la base.
D'accord, ben merci. Je crois que j'y vois quand même un peu plus clair maintenant. C'est vrai que l'allaitement pendant la grossesse, c'est pas toujours un long fleuve tranquille, même si c'est possible dans la plupart des cas, on vient de le dire. Tant qu'on s'écoute, qu'on écoute son corps et qu'on s'entoure de bons conseils, moi je pense que je suis bien entourée avec Hélène. Et pour l'allaitement en tandem, ben vraiment, je pense que ça se prépare. Ça a l'air d'être une belle aventure, mais je suis toujours en hésitation sur ça. Mais merci, Hélène. Bah, de rien, avec plaisir. On peut dire encore une fois que chaque parcours est unique. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. L'important, c'est de s'adapter à ses besoins, à ceux de son bébé et à ceux de son futur nouveau-né. Et surtout, on ne se met pas la pression. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à en parler et à vous faire accompagner par un professionnel formé. C'était l'heure de la tétée. N'hésite pas à noter ou commenter notre podcast et à le partager pour que Bouboub soit écouté par des mamans qui allaitent ou futures mamans qui souhaitent allaiter. Pour pouvoir allaiter en toute sérénité, bien informée. C'était l'heure de la tétée.